Riff & Jack avec JF sur Happiness. Ce soir dans Riff & Jack, on accueille The Forensics, un trio amiénois qui découpe son rock au scalpel, sec et sans artifice. Leur univers, un retour brut au punk des années 70, avec des textes acérés portés par François au chant. Pas d'effets superflus, juste l'essentiel, de l'énergie, des riffs et une bonne dose de sincérité. Riff & Jack avec JF. L'histoire du groupe, si on s'en réfère à votre bio, elle commence dans une morgue d'Amiens. À l'époque, vous êtes 4 médecins légistes, prêts à autopsier un noyé. Dans la salle d'opération, pour vous donner du courage, vous choisissez d'écouter des morceaux de groupes punk rock de la fin des années 70. Et ce sont les Australiens de The Saints et les Américains Crazy Horse, groupe connu pour avoir abrité Neil Young, qui vous donnent le déclic. Il vous faut quitter la morgue pour consacrer votre vie à la musique en constituant votre propre groupe. Et depuis, The Forensics n'a eu de cesse de composer, d'écrire et de travailler ces morceaux. Alors François, Coco, Cédric, bienvenue dans Riff & Jack. Bonjour. Bonjour. Merci. The Forensics, littéralement médecine légale, qui a eu l'idée du nom. Qu'est-ce qui fait Est-ce que ça fait référence à une expérience particulièrement glauque vécue ? Non, on voguait sur la mode des experts et des médecins légistes. Donc en fait, comme on avait démarré avec Joe à l'époque, qui nous a quittés depuis, on avait démarré en faisant un petit... Voilà, on avait un duo simplement guitare-basse-chant. Et donc, on avait fait un petit peu un diagnostic des chansons justement pour trouver un nom de groupe, et il fallait quelque chose qui soit pas joyeux et qui évoquait un peu la maladie, le décès, etc. Donc, voilà. Et donc avec le choix de ce nom, est-ce qu'on peut dire qu'il est raccord avec l'ambiance de vos morceaux aujourd'hui ? Est-ce que le thème de la mort, et je dirais même du meurtre, est régulièrement abordé dans vos textes ? Oui. Pas systématiquement, mais oui, ouais, c'est toujours évoqué la sociopathie ambiante. Mais on arrive à avoir aussi des moments un petit peu plus joyeux, un peu plus printaniers, avec des messages un peu plus dynamiques et d'espoir. Voilà. Votre formation a maintenant traversé 2 décennies, mais The Forensics est à l'origine 2, puis 4 musiciens, pour revenir à 3 musiciens en 2010. Je viens de présenter votre fausse bio, évidemment, mais c'est quoi la vraie histoire du groupe ? Coco ? La vraie histoire du groupe, elle a commencé en 2005. Ouais. 2005. Donc 2005, vous avez commencé à 2 avec voilà. Joe. Mais le moment où on est arrivé à 4... Le moment où on est arrivé à 4, c'est un appel que tu as fait, appel à contribution. Tu cherchais un bassiste, un batteur. Et puis on a... Voilà, il y en avait ils étaient dans l'assistance et... On a levé le bras et puis ça a commencé comme ça. Il y avait du monde à la porte. Voilà. Il y avait du monde à la porte, non ? On était pas seuls. Non. Et malgré qu'effectivement... Non, après tout le monde a dit oui, mais bon, à 2h du matin et à 2,4 g, effectivement, il y avait... l'adhésion était forte et ça s'est concrétisé après, donc c'était bien. Voilà. Et t'as lancé cet appel lors de la soirée d'anniversaire de François Jocteur. Oui. On va le citer une première fois. François Jocteur. Tous les musiciens et musiciennes qui, comme vous, ont eu la chance de réaliser leur rêve en formant un groupe, gardent toujours un souvenir ému de leur première répétition, leur premier concert. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de vos premiers moments en répète sur scène ? C'était quoi l'impression et c'est quoi l'énergie, en fait ? Le premier concert, c'était le Grand Oiseau. Voilà, on avait fait là où on est sorti de la cave, là. Ouais. Voilà. C'est la première fois que vous sortiez de la cave. Ouais, à 4. Et donc, c'était rigolo. Alors, moi, j'avais... Une décennie plus tôt, on avait déjà joué un petit peu au même endroit, mais là, c'était rigolo, effectivement. Oui, c'était un bon concert, en plus. Non, et donc, en fait, effectivement, dans les 3-4 premières années où on a joué à 4, on a eu quand même pas mal de chouettes concerts... Puis un peu partout, voilà. Donc. Puis le Grand Oiseau, c'était un bon pied d'appel parce que bon, c'était tous les groupes locaux de l'époque passaient obligatoirement. C'était un peu la porte obligée, le Grand Oiseau quand on découvrait. Oui. C'était le bon endroit. Ouais. C'était le bon endroit. Hein. Après, oui, c'était toujours. Non, on a fait quelques-uns quand même au Grand Oiseau. Et effectivement, c'est toujours très très bien passé. Et du coup, vous rencontriez aussi les groupes locaux de l'époque. Vous échangiez aussi. Un peu, mais effectivement, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas... alors on continue un petit peu, ne fût-ce qu'avec les gens avec qui on partage notre local de répète, mais c'est vrai qu'on n'est pas...
Voilà, on n'a pas forcément des contacts très très réguliers avec les groupes locaux. Puis après, il y a des gens aussi chez qui ça bouge, leur groupe il s'arrête, etc. Voilà, donc c'est dynamique. Qu'est-ce qui reste du groupe The Forensics en dehors des répètes ? Vous êtes du genre tout le monde rentre chez soi jusqu'à la prochaine, ou plutôt genre bande de potes qui traînent un peu les bars, les concerts, ou vous vous retrouvez après le taf chez l'un chez l'autre pour débriefer de la dernière répète ? Comment ça se passe en dehors ? On va quand même beaucoup en répète. Après, quand même, on fait des trucs. Souvent, c'est quand même lié à ce qu'on fait. On se voit assez régulièrement, mais. Souvent, c'est effectivement pour des choses liées au forensics. C'est quand même toujours lié à la musique. Hein. Bon, avec Coco, un petit peu plus, on est presque voisins. Donc, on a été presque voisins. Donc, voilà, il y a plus d'occasions. Il vient donner des coups de main pour faire du bricolage, des choses comme ça. Donc, du jardinage. Emprunter ma grande échelle, voilà, donc des choses comme ça. Fabriquer des cercueils aussi. Voilà. Oui, ça pourrait être. Et Coco, justement, t'es arrivé en outsider en 2010 au sein du groupe. T'as été auditionné par François et sa bande. Quel traumatisme tu as conservé de cette expérience ? Terrible traumatisme. Ça a été compliqué. Non, ça n'a pas été. Il y a un peu de pression. C'est la première fois que j'intègre un groupe avec un leader charismatique terrifiant. Tu t'étais mis à la basse depuis longtemps ou tu t'es mis à la basse pour l'occasion ? J'avais racheté une basse quelques années avant. Alors j'en ai joué quand j'étais ado. Ouais. Et je m'y suis remis pour l'occasion. T'avais pas de soucis. Enfin, tu y arrivais. Oui, après c'est pas. Tu connaissais les noms des notes. Enfin, voilà, ça n'a pas été. Tu sais, on a testé beaucoup de trucs. Hein. Moi, j'ai des souvenirs comme ça des groupes d'avant où on avait fait un petit peu c'est le recrutement justement d'un bassiste et ça ressemblait un petit peu à ce qui se passe dans les Commitments, tu vois. C'était le moment où ils font le recrutement de la personne. Ils s'engueulent beaucoup pour le coup. Voilà. Et donc, tu sais, en fait, c'était compliqué parce que c'est dur de trouver des gens avec qui t'as du plaisir à jouer. Et puis bon, à l'époque, en plus, quand on était plus jeune, il y avait toujours un truc de faire son malin quand tu. Et il y avait vachement plus des gens qui arrivaient en faisant des grandes démonstrations techniques et généralement. Alors nous, on avait fini par trouver un truc. Justement, c'était un moment. On faisait une reprise des Saints où il y avait 3 accords pour le couplet, 3 accords pour le refrain. On donnait la grille et on voyait ce que ça donnait quand on jouait ça avec les personnes. Et il y a des gens, effectivement, où tu vois si ça colle ou pas. Voilà. Vous êtes tous un peu autodidactes sur vos instruments ? Vous avez une vraie formation musicale à la base ? Moi, de mon côté, c'est plutôt autodidacte. Enfin, j'avais commencé adolescent, quelques cours, musique en herbe, je crois, à l'époque, sur Amiens. Et le reste, t'as appris tout seul, quoi. Voilà. Et puis avec t'as repris des cours il y a quelques années quand même. T'avais fait quand même un travail. T'as obtenu des diplômes et tout ça. Des diplômes. Voilà. Mais en école de musique. Enfin voilà. Donc t'as quand même. Mais François nous met beaucoup la pression. Et donc, il faut quand même être un peu à la hauteur. Il y a intérêt à être à la hauteur. On est un peu terrorisé quand même. Je comprends en même temps. Enfin, c'est ça. Le truc, c'est on fait pas une musique très compliquée, donc en fait la seule exigence, c'est d'arriver à être ensemble et en rythme. Voilà, c'est à peu près. Et à ce moment-là, ça sonne. Voilà, Et de faire à peu près les mêmes notes au même moment. Oui, et de jouer à peu près et que la basse et la guitare jouent les mêmes notes au même moment et qu'ils tapent bien la caisse claire sur le 2 et sur le 4. Toutes ces années quand même de complicité, j'imagine que maintenant un seul regard suffit, un clin d'œil. Ou un froncement de sourcil. Non, il y a des fois où je suis à essayer de regarder les autres et pour leur dire attention, on arrive sur le break, et puis il y en a un et ils ont tous les deux le regard planté vers les pieds et donc personne te voit et ils ratent l'arrivée dans le break et là c'est le drame parce que forcément il y a une réaction violente. Ouais, on apprend par le sévice. Par la douleur. Oui, forcément. À partir de quel moment vous vous êtes dit, ça y est, le groupe existe avec son identité musicale. Comment vous la décririez aujourd'hui d'ailleurs, cette identité ? Je pense. Quand même, dès qu'on a fait les premiers enregistrements à 4, je trouve qu'on avait un truc où ça sonnait. Bon, alors il y avait vraiment déjà le mix avec Joe, qui était quand même... les 2 guitares où nous ça faisait quand même quelques années qu'on jouait ensemble, là, donc ça faisait un bon truc. Et puis effectivement
voilà, la basse, la batterie, elle se mettait bien dessus, et donc voilà, je pense que ça. C'est à ce moment-là. Puis après, effectivement, d'avoir fait quelques concerts, c'est celui qu'on avait fait au Chemin d'Utile ou des choses comme ça pour la fac et des choses comme ça où t'es déjà sur une scène avec une vraie sono et des gens en face. On se dit ça y en y est, quoi. Oui, exactement. Non. On fait une pause musicale et on s'écoute un premier titre de The Foreign Six, Man in Black. Riff and Jack avec JF. Vous écoutez toujours Riff and Jack sur Happiness. Bienvenue si vous nous rejoignez. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table le groupe Foreign Six avec François au chant et à la guitare, Coco à la basse et Cédric à la batterie. Alors on a évoqué l'histoire de Foreign Six, on va parler maintenant un peu de votre style et de vos influences musicales. Qu'est-ce qui vous a mis d'abord d'accord sur ce style ? C'est François qui a dit les gars, on va faire du punk rock, et tout le monde a dit ok. C'est un peu plus compliqué que ça. Non, je pense que là-dessus on avait à peu près les mêmes goûts. Comme tu disais, la musique des années 70, que ce soit Neil Young, que ce soit la musique punk, les Clash, Johnny Thunders, les New York Dolls, Iggy Pop, voilà, tout ça on le partageait. David Bovin, les classiques. Coco, Voilà. Oui, on avait une base commune suffisante. On parlait de l'intersection, c'est ça. Voilà. Ouais. L'intersection des influences. Après, oui, moi j'écoutais beaucoup de rock progressif. Ouais, t'étais plus rock progressif. Ouais, ça ça a été interdit tout de suite. Rush. Bon, déjà, je pense qu'on n'avait pas le niveau. Voilà, non, voilà. Là, c'est la beauté d'être pas nul. Pas le matos peut-être aussi, Oui. parce que c'est du matos quand même. Ouais, en plus, oui. Ouais. Après, il fallait un clavier et des synthés quand même à minima, plus voilà, des percussions. Alors Coco, t'as pas réussi à leur imposer ton... Ah non, j'ai jamais voulu non plus. Hein. Ouais. Après, tu parlais de Rush, c'est plutôt Yes, mais des trucs injouables. Ouais. En fait, et sachant effectivement, Yes, le jour où ils se sont mis à faire des tubes en 3 minutes, c'était des bons tubes. Donc, mais je pense qu'ils étaient vraiment... ils avaient vraiment envie de faire des trucs compliqués et voilà, faire avancer le truc, je pense. Mais... Alors on a toujours, tendance à étiqueter un peu les créations. Vous décrivez vous-même votre son comme étant projet punk rock. Vous vous reconnaissez dans cette définition ou vous avez le sentiment d'avoir élargi vos compos à d'autres styles existants ? On fait des chansons. Après, des chansons et après en faisant des arrangements où ça tape et ça va vite. Ça serait un peu ça, quoi. Après, on n'a plus 15 ans non plus, donc on a aussi écouté beaucoup d'autres choses. Mais du coup, au fil du temps, parce que voilà, ça remonte quand même 2004 et vous n'avez cessé en fait de produire, et donc au fil du temps, vous avez l'impression justement d'avoir adapté par rapport peut-être aux nouvelles influences. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup progressé en tant que musicien. C'est-à-dire que oui, j'ai longtemps par exemple pensé ça serait amusant de s'amuser à faire des boucles, tu sais, ou pour la guitare ou pour le chant, mais techniquement ça nécessiterait encore beaucoup de travail avant d'arriver à en sortir quelque chose d'intéressant. Donc non, c'était... Non, après, je pense que c'est pareil aussi, c'est si tu sors beaucoup de chez toi et que tu fais beaucoup de rencontres et d'échanges et que tu as des gens avec qui viennent faire des micro-projets ou justement aider sur des titres, des choses comme ça, ça peut te faire un peu plus évoluer. Ben justement, quand tu... Ben après, voilà, le plaisir, c'est d'avoir notre set qui tourne bien et d'arriver et puis de ne pas se poser de questions. Oui, et puis on revient quand même toujours à peu près à la même chose. Oui. L'autre jour, moi j'ai un copain qui m'a dit que ça faisait 30 ans que j'écoutais la même chanson. Oui, non, mais c'est vrai, moi je suis pas... et en plus, oui, il y a plein de fois aussi, tu es là, tu penses avoir trouvé... moi je retrouve des grandes familles de chansons dans les progressions, tu te dis, ah ouais, alors comme tu l'as fait un ton en dessous... t'as l'impression que c'est pas la même progression, puis dès que tu la retransposes, c'est la même chose qu'une chanson d'il y a 20 ans, c'est les mêmes accords. Difficile en fait de sortir des habitudes qu'on a pris et puis... Oui, et puis voilà, et puis on n'est pas, moi je suis pas un génie, après voilà, il y a ça aussi, et puis où le mec qui travaille tout le temps pour que
y a ça aussi. Hein, c'est effectivement, je pense que il y a des gens qui ont la passion parce que ils peuvent pas faire autrement. Enfin, sans être un génie, il est un peu modeste parce que il a quand même l'art de composer des chansons en quelques. Allez, en 1 heure, on a posé les bases d'une chanson. Il y a beaucoup de compositions. Ça part de quoi d'ailleurs, François, en règle générale le morceau en lui-même, c'est d'abord un riff et tu... C'est arrivé, ça peut arriver, c'est le riff et puis après tu comptes le nombre de syllabes pour savoir si tu vas faire des octosyllabes ou combien tu vas mettre de trucs dedans et comment le texte il va s'organiser. De temps en temps, je me mets juste à faire le texte et puis après on regarde ce que ça donne, même en s'intéressant pas beaucoup à forcément avoir des choses qui riment ou mettraient. Donc ça peut être les deux, mais c'est souvent quand même le texte. La difficulté de toute façon, c'est de trouver des. Ça me dérange pas de faire des morceaux avec des mélodies basiques et 3 accords, mais effectivement, pour les mots, il faut quand même un minimum. Je dirais que le côté répétitif pour la musique, pour répétitif ou itératif pour la musique en refaisant un peu les mêmes choses, c'est inhérent. Par contre, effectivement, pour le texte, tu as envie de... Tu relis les mêmes mots, tu te dis c'est les mêmes idées. Bon, après, ça, voilà. Donc le départ de Joe en 2010, ça fait un petit appel d'air parce que il y a un soliste, ça fait quand même aussi, ça enrichit beaucoup et donc je suppose que toi, Coco, en arrivant avec la basse, il a fallu que tu t'imposes un peu plus du coup, j'imagine, dans le... Oui, on a refait pas mal de morceaux qu'on jouait à 4, à 3. Ouais. Oui. Et du coup, il a fallu réarranger puis prendre plus de place. Un appel d'air, c'était plutôt un trou d'air. Au début, on s'est quand même demandé si on allait pouvoir continuer. Même en concert, oui, parce qu'il tenait quand même une place importante dans les solos, dans la construction des chansons. Et on a même tenté de trouver un remplaçant, mais ça n'a jamais collé. Hein. Comme tu disais, François, on a vu... il manquait quelque chose, 2 ou 3 personnes. Forcément. Oui, c'est dur. Je pense qu'on a simplifié un peu les morceaux pour... Oui, puis il y en a certains qui étaient beaucoup plus difficiles de jouer, quoi. Mais voilà. Donc, votre son sur l'ensemble de votre œuvre est plutôt que vous qualifiez plutôt sec et sans artifice. C'est aussi simple que ça, ou c'est juste le son brut des amplis à lampe, un minimum d'effets sur les instrus, où ça demande quand même un travail particulier. C'est quand même au plus simple, au plus direct. Que ce soit la batterie, il n'y a pas 50 tomes, 50 cymbales, on arrive à... Et vous faites ce choix-là parce que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous dites c'est plus simple de jouer comme ça, ou c'est parce que vraiment c'est un son c'est le son que vous voulez avoir, le son je pense qu'il y a les deux. Il y a la volonté d'être d'avoir un impact direct, et puis après il y a un côté aussi pratique. Mais je pense que le son il colle bien à l'esprit, à la musique qu'on veut faire. Voilà. Puis que ce soit la basse et la guitare, on branche la guitare dans l'ampli et puis c'est parti, quoi. Oui. Ce son est là tout de suite. Ce son-là, c'est celui qui se rapprochait de quel groupe ? Quel groupe il y en a plein. Après, nous, dans ceux qu'on aimait bien, c'était les Hoodoo Gurus aussi, sur lesquels on a fait des reprises du rock pop australien des années 80-90. En antenne, on avait parlé un peu des Dogs aussi. Les Dogs. Les Rouennais. Voilà. Ça, c'est des concerts mémorables qu'on a pu voir sur Amiens ou sur Roy, je me souviens. C'était toujours des moments assez extraordinaires. Voir Beauvais. Cédric, avec les outils numériques dans les musiques actuelles, les batteries sont souvent devenues véritablement des générateurs de sons électro au sein des formations. T'en penses quoi ça donne une nouvelle dimension, ou plutôt ça dénature le rock aujourd'hui, ou Non, moi je pense pas que ça dénature le rock. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, et puis surtout c'est la menace que j'ai, c'est si je joue pas bien, François dit sur l'enregistrement on va te remplacer par une boîte à rythme. Non, après il y a aussi c'est quand même la beauté du numérique, c'est qu'effectivement c'est facile à monter et ça permet quand même d'éviter d'avoir à être absolument perfectionniste, c'est-à-dire qu'on aurait beaucoup de mal sans doute à jouer toutes nos lignes de bout en bout sans aucune erreur, ce qu'il fallait faire il y a 30 ans.
Et là, effectivement, si jamais il y a un coup de grosse caisse qui est à côté, tu t'emmerdes pas à refaire la prise, tu le corriges dans la machine et c'est très bien comme ça aussi. Moi, j'ai à la limite, j'ai pas de scrupules là-dessus. Je trouve que c'est quand tu fais un enregistrement, tu produis quelque chose que les gens vont écouter. T'es pas obligé de reproduire forcément tant que tu le vends pas, tu le vends pas comme étant un live, c'est normal que ce soit pas le même son que tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du rock ? Alors plus globalement, en dehors effectivement des évolutions technologiques, est-ce qu'on sait évident quand même que les scènes rock laissent de plus en plus de place au métal ? Voilà. On s'est croisés il y a peu de temps sur les festivals. Mais c'est... On commence à se sentir vieux dans les concerts quand même. Ouais. Le métal, vraiment, c'est quelque chose que j'ai jamais écouté, donc je connais pas. Après, on a déjà partagé des bouts de scène avec des groupes de métal. On prend toujours un plaisir à les écouter. Quoi. Mais bon, c'est pas la musique qu'on joue, et moi, c'est pas la musique que j'écoute. On va faire une nouvelle pause musicale avec un autre titre de The Forensics, Beyond. Riff and Jack avec JF. Vous êtes sur Happiness dans Riff and Jack et avec moi en studio le groupe Forensics avec François au chant et à la guitare, Cédric à la batterie et Coco à la basse. Beyond que l'on vient d'écouter, ça fait partie de vos titres susceptibles de marquer les esprits. Comment il est né ce titre ? Il fallait encore... on voulait faire un 8 titres et donc on avait besoin de titres. Non, et puis voilà, il y avait une petite histoire un peu inspirante et pour une fois c'est pas une histoire trop démoralisante, donc c'était intéressant aussi d'avoir quelque chose un peu différent. Voilà. On sent quand même une belle énergie autour de ce titre-là en particulier. C'est un peu le titre étendard ou... C'était un des premiers où... oui, il y en a quelques-uns. Alors après, c'est vrai que ça change un peu d'année en année, mais effectivement, celui-là, de toute façon, on continue de le jouer régulièrement quand même aussi. Voilà. Ça fait partie des titres qui ont été un peu réarrangés, parce que là, on entend quand même fort la présence de Joe à la guitare. Aujourd'hui, il est plus sec. Oui, il est plus... et puis un petit peu moins long et tout ça. Quoi. C'est sur ce style de morceaux, Coco, que justement, tu as dû d'autant plus peut-être t'imposer avec la basse. Alors Beyond, c'est un des tubes, un des nombreux tubes de nos albums. Mais c'est tous des tubes, il n'y a que des tubes. Hein, c'est un morceau que j'aime beaucoup écouter, mais je prends pas beaucoup de plaisir à jouer, Beyond. Oui. On dit que c'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, les morceaux qui semblent qui semblent vraiment sortir du lot. En général, c'est ce qu'on apprécie le moins, c'est ça. C'est à jouer, je parle. Souvent les trucs qui sont super simples et effectivement, c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir des choses très très compliquées pour que ça sonne. Mais effectivement, il y a toujours le petit goût de jouer le machin où tu as le moment flashy ou le petit exploit du virtuose. Voilà. C'est tout Coco, ça. Le solo de basse. Voilà. Quand vous composez, est-ce que c'est plutôt les textes qui viennent avant la musique ou l'inverse ? Ce que je disais, c'est ou l'un ou l'autre. Plus souvent d'avoir un texte derrière, ça fait que la musique, ça vient vite. Il faut choisir entre laquelle des combinaisons des 4 accords tu enfin y arrivais et avec quel genre de riff, et voilà. Donc ça, c'est ce genre de choses. Alors, on continue sur votre playlist, mais quand vous jouez In the Consulate, qu'est-ce que vous voulez transmettre en fait dans ce morceau ? C'était de faire un contraste avec une petite chanson pop et gentille qui raconte des histoires absolument horribles. Donc là, celle-là, il y a un mort qui est découpé en morceaux et qui est sorti dans des sacs et dans une valise. Donc diplomatique quand même, donc c'est quand même mieux, mais voilà. Cette ressemblance avec la réalité. Là, c'est carrément piqué de la réalité, et donc c'est l'assassinat de Khashoggi. Et là, c'était justement quand on a des soucis d'inspiration pour les textes. Là, c'est quasiment l'article de presse. Il y a des bouts. Le refrain, c'était tiré d'une citation. Alors bon, qui n'est pas forcément vérifié derrière, mais d'une citation de l'exécuteur en chef qui recommandait à ses sbires de monter le son dans leur casque au moment où ils découpaient à la scie à os, parce que à l'époque ils perdent le courage et le dynamisme.
Donc c'est bien, hein, savoir motiver les troupes. Et, c'est un peu l'esprit de nos répètes. Hein, du management. C'est le management de François, et c'est comme ça. Ouais. Le management à la Khashoggi. Non, mais d'ailleurs, oui, Coco, quand j'avais soumis l'idée de faire la technique Yakuza, de supprimer une phalange quand il y avait une erreur trop importante, m'a fait quand même remarquer que pour jouer de la basse, c'était peut-être un petit peu gênant. Ça devient tout de suite plus je disais qu'on pouvait démarrer avec les orteils. pieds, voilà. Ah oui. Il y avait quand même mais ça ferait une scène moins impressionnante que. Alors après, pour revenir sur la chanson, moi, ça fait partie des chansons que j'aime bien jouer et que j'aime bien écouter aussi. Ouais. Alors, François, c'est toi qui as écrit les textes le plus souvent en anglais d'ailleurs. Comment tu travailles cette écriture et qu'est-ce qui te pousse à écrire, hein, juste le besoin de mettre un chant sur une musique ou pousser une vraie volonté par une vraie volonté de partager des idées, des sentiments, des constats et autres faits de société? Souvent, c'est évacuer les soucis. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as mis un épisode de ta vie, quelque chose comme ça, dans des petits bouts de texte, ça t'aide à passer à l'étape suivante. Donc voilà, moi c'est souvent un truc qui... Non, ça peut être des choses très ordinaires et très simples. Et pas que sur l'actualité en règle générale de ce monde. Non, là-dessus, sans quoi on n'arrêterait pas. Et puis là, depuis dans les 5 dernières années, si tu veux, là on s'était. Moi, je m'étais arrêté à 2019, je pense, avec Khashoggi, ou c'est 2018 ou 2019, et puis je sais plus, mais voilà, on va pas se faire. On pourrait faire 3 ou 4 chansons sur la guerre en Ukraine en trouvant des histoires complètement terribles, mais... Ou rien qu'en ouvrant le courrier Picard dans la rubrique Fred divers. Ah, voilà, oui, mais c'est vrai, effectivement, mais là, souvent, c'est un peu plus... Oui, effectivement, on a ce qu'il faut dans les... C'est ça. Get By, c'est l'un des morceaux les plus récents parmi les cinquantaines de titres que vous avez enregistrés au fil de vos répètes. Si vous comparez ces titres avec les plus anciens, est-ce que vous percevez du coup une évolution sur le plan technique et créatif? Le souci avec Get By, c'est qu'en fait, c'est une chanson une des premières chansons d'un des premiers groupes que j'ai fait quand... Et je pense que j'avais 20 ans, donc en fait, c'est vraiment... quelque part un vieux morceau. Et en fait, il y en a eu pas mal. Qui arrive pourtant en haut de la playlist. Hein, ouais, mais après, c'est parce qu'on aime bien, parce que c'est super basique, qu'il y a vraiment, là, pour le coup, 4 accords et que c'est très... Et que ça tourne encore. Un rythme soutenu, quand même. Hein. Mais j'avais... En fait, là, c'est pendant le confinement, on avait repris contact avec des gens avec qui on faisait de la musique dans le passé. Puis il y avait Jocelyn qui était bassiste dans un groupe antérieur qui a énormément d'archives et donc il nous a ressorti des trucs. Moi, je savais même plus qu'on avait fait ces morceaux-là, mais il avait encore énormément de choses. Et en fait, à réécouter des morceaux, je me disais, comme on était en mal d'inspiration justement, je me disais, c'est dommage, il y a des bonnes chansons toutes faites. Allez. Et puis on en a repompé quelques-unes comme ça, et effectivement, oui, on fait des reprises. C'est un peu comme des reprises, mais voilà, mais c'est pas super nouveau. Mais effectivement, ça fait qu'on se les approprie relativement facilement et vite. Oui, alors on parlait d'évolution aussi des chansons. Il y a peut-être le rythme qui s'est accéléré aussi au fur et à mesure. Je pense que sur nos débuts, on était sur des rythmes plus lents. Et notamment là les tempos, Get By, c'est caractéristique, c'est une chanson avec un tempo un peu rapide. Peut-être qu'au début, rapide par rapport à ce que vous aviez imaginé au départ. Oui. Moi au début j'étais content parce que je me disais tiens, les tempos sont moyens, c'est sympa. Mais c'était le côté A4 aussi qui faisait qu'on était plus sur on était plus 115, 120. Ouais. Et là on serait plus 130, 135, 140. Voilà. D'accord. Pour mettre des chiffres sur... François, t'es le seul, tu chantes seul sur l'ensemble des morceaux. Tu n'as pas réussi à mettre Coco et au micro? Ça, c'est notre principal point de progrès. C'est là-dessus qu'il faut qu'on avance là-dessus. Ouais. On a fait des tests, on a travaillé un peu. Mais... faut se libérer, je pense qu'il faut oser.
Non, après, il y a aussi... chez Coco, je pense qu'il n'aurait pas de souci, il chante juste, tout ça, il n'y a pas de... mais c'est chanter, jouer et jouer en même temps. Ouais. Voilà. Son côté, qui travaille plus son côté field line note, donc qu'il se fasse pousser les cheveux, qu'il frise. La couleur de peau aussi, peut-être. C'est vrai que toi, chanter en jouant la batterie. J'aime pas le voir, alors ça m'a jamais tenté, mais c'est vrai que je pense qu'avoir des chœurs sur certaines chansons, ça apporterait un peu plus d'amplitude et de côté mélodieux. Ah bah oui, ça serait bien. Ah, c'est sûr. Moi, je réécoute dans les groupes des années 80-90. Comment là, les Beatles. Non. Ouais, dans les 80-90, c'était déjà plus là, mais oui, des gens justement avec toujours le truc où tout le monde chante et où ça fait des chœurs, et ça apporte de la puissance. Les Pixies peut-être. Non, c'était encore d'autres, les Green Day. Non plus. Ça aussi, ça marche. Les chœurs, ça marche aussi. En attendant, on s'écoute un autre titre de Forensics tout de suite. On écoute In the Consulate. Didn't go down quite as planned once in the Consulate. I didn't mind, I was prepared. I had my equipment. Riff and Jack avec JF. C'était In the Consulate, The Forensics, avec moi jusque 20h sur Happiness. In the Consulate, c'est un morceau aux tonalités plus légères, plus harmonieuses, et pourtant on sent bien que le sujet traité, c'est pas forcément très léger, puisqu'il s'inspire d'un fait d'actualité. Voilà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais... Oui, c'était, c'est d'essayer d'avoir un contraste, hein. Voilà, et très important aussi, c'est j'aime bien faire les méchants, donc en fait le narrateur de l'histoire, il est à la première personne, ce qui fait que ça me permet ainsi, quand on fait des concerts, d'être le responsable d'une équipe de tueurs, un prédicateur fou, un éditorialiste mégalomaniaque, etc. Donc c'est fabuleux. Un concert, à la fin j'ai réussi à évacuer énormément d'agressivité et de colère quand même souvent. C'est une thérapie. C'est thérapeutique. Ouais. Pourquoi vous faites de la musique ? C'est avant tout pour éviter de me retrouver dans une institution médicale. On a parlé de votre ADN, on a parlé de votre histoire, de vos inspirations. On n'a pas encore parlé de votre communication, j'ai envie de dire, sur ce que vous faites. Aujourd'hui, vous utilisez plutôt peu les réseaux sociaux pour promouvoir vos compositions. Vous servez d'une page internet, theforensics.net, pour répertorier vos nombreuses créations depuis 2004. J'invite au passage nos auditeurs à y aller vite, les découvrir. Est-ce que vous visez de nouveaux enregistrements prochainement ? Et surtout, est-ce que vous souhaitez élargir un peu votre com ? Je suppose que oui, sinon vous ne seriez pas là. Alors, on a un 4 titres en préparation, qui arrivera bientôt, courant d'année. On reviendra te le présenter. Au printemps 2026. Avec grand plaisir. Voilà. On vous a vu souvent traîner vos guêtres un peu dans certains bars de la ville, et plus souvent au relais du campus. Vous projetez plutôt dans des petites scènes intimistes, où vous pourriez aussi envisager de plus gros festivals ? On sera très content d'aller dans les plus gros festivals, avec tout le souci qu'effectivement il faut encore qu'ils veuillent de nous. On est prêt à jouer, et effectivement que ça soit des conditions. Vous manquerez quoi, globalement, pour commencer à susciter l'intérêt, parce que vous êtes quand même, ça fait longtemps que vous êtes en piste, vos morceaux sont carrés, les enregistrements sont propres. D'être meilleur soit au niveau du démarchage, mais effectivement plus c'est tenace, c'est nous essentiellement, ou alors ou d'avoir les compétences de quelqu'un qui fait déjà ça pour un autre groupe et puis qui nous prend en plus, ça serait un peu ce genre de choses. Oui, il faut qu'on s'améliore un petit peu sur la communication, être présent sur les réseaux, candidater sur des... Ouais, candidater surtout, parce qu'il y a énormément... c'est sûr que vous candidatez pas. Il y a énormément de choses qui se font... c'est surtout de bien suivre tout ce qui est... toutes les saisons culturelles, parce qu'en fait, ne fût-ce que dans la Somme, il y a quand même énormément de choses qui se font. C'est un festival à Vaud là en hiver. Il y a
etc. Hein. Tous les mois, dans tous les coins de la Somme, tu as des petits événements. Et effectivement, c'est ce que j'allais dire. On a aujourd'hui quand même un éventail de possibilités beaucoup plus large. Voilà, au-delà des bars, mais ça veut dire que tu sors du. Mais il y a des bars qui se spécialisent, par contre, qui commencent à avoir un petit nom sur l'accueil des groupes en règle générale. Voilà, non, mais tout à fait. Mais il faut juste faut candidater, parce que c'est pas les morceaux qui nous manquent, c'est pas l'envie, mais c'est juste, on attend un peu d'être choisi, et puis ça, c'est forcément, ça marche pas trop. Ça marche pas trop, effectivement. Si tu vas pas taper à la porte, les gens viennent pas, ce qui est normal. Hein. Vous aviez fait un concert que vous aviez déjà enregistré à Liomer. Hein. C'était quoi cette expérience d'enregistrement public ? C'était comme on faisait tout nous-mêmes. On avait notre ami Dassou qui faisait ingénieur du son et qui nous a sorti en même temps toutes les pistes, et ça faisait qu'on a pu faire un chouette petit live. Voilà. Oui, c'était un bon concert. Et oui. Et puis c'était justement, voilà. Alors je l'évoque parce que c'est justement, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de renouveler, parce que du coup, moi j'aime bien. Ça semblait être une bonne expérience. Donc, moi j'aime bien l'idée de la salle des fêtes où tu as 150-200 personnes. Moi ça me va bien parce que le côté, tu vois, d'avoir vraiment une grosse foule devant. Je serais très content si on fait un jour Revel ou quelque chose un festival où il y a 2 ou 3 000 personnes, mais il y a toujours un petit côté un peu angoissant. Enfin, moi, c'est le côté un peu Pink dans The Wall. C'est le côté... dès que tu commences à être devant une foule un peu importante, il y a un côté un peu Nuremberg quand même, de toute façon, que t'as pas dans une salle de 500 personnes. Voilà, donc je suis plus l'Olympia que le Stade de France, tu vois. Ça serait... Bon, déjà, ça pose nos ambitions. Voilà. Au moins, ça c'est dit, ça c'est clair. Non, mais je pense que, en plus, oui, je pense que le jour où tu te fais le Stade de France, tu dois avoir un niveau de pression et de, je sais pas, c'est très rigolo. Je sais pas si je rêverais pas de ça. Je rêverais pas d'être Nicolas Sirkis, je pense. Dans les concerts mémorables, je me souviens aussi du festival de Groland. C'était à Fort-Mahon, à Caen. Le Groland à Caen. Ça, c'est un grand moment. Ça, c'était avant le chaos. Hein, donc, oui. On avait quand même, on avait réussi à démontrer une technique hors pair du démontage, de l'installation et démontage, parce qu'entre le moment où on est arrivé, on a dit bonjour, parce que on jouait dans le bar d'un camping. Entre le moment où on a dit bonjour, c'est nous le groupe, on vient, et le moment où on leur a dit au revoir, on a fini, c'est moins de 2 heures. On a fait moins de 2 heures, on a joué 3 quarts d'heure, on est arrivé, on s'est installé, on a joué 3 quarts d'heure. Ouais. À l'époque, on enchaînait les concerts, donc on avait bien joué, malheureusement, le festival, il n'y avait pas énormément de monde. C'était Groland, le public était... Voilà. Ouais. Enfin bon, quand même, il restera, on a joué au Groland. Oui, on a joué au Groland, oui. À l'époque où ils étaient encore chez nous, à Caen. Et ça vous arrive de collaborer avec d'autres groupes ou d'autres artistes ? Non. On a collaboré, non, mais... on a travaillé avec d'autres personnes, François Jocteur, on a... Soliloque, il y a des groupes avec lesquels on est amis, et puis on partage le même local, et voilà, on a des relations. Et on fait des concerts, voilà. De temps en temps, on joue ensemble. Et non. Mais on ne peut pas parler de scène musicale. Vous voyez toujours sur scène dans 10 ans, comment vous voyez ? Dans 10 ans, peut-être pas, mais... Ouais. Après, il y a tous les côtés. Est-ce qu'on sera encore capable de pouvoir sortir l'enceinte du coffre ? Voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là. Moi, après, avec un diable. On verra. Moi, tant qu'il n'y a pas de souci de mobilité et autres, je vois pas pourquoi. Puis qu'on est étanche. Voilà. Dans 10 ans, tu pourras venir nous interviewer à côté. À l'EHPAD, voilà. Alors, simplement pour expliquer à nos auditeurs, nous sommes à côté de l'EHPAD. On a l'EHPAD du château de Montière, voilà. Okay. Est-ce que vous souhaitez rester en fait finalement dans un cadre amateur-passion, ou est-ce que vous aimeriez aller plus loin, vers quelque chose de plus pro, si l'occasion se présentait ? Oui, à moins qu'il y ait vraiment quelqu'un qui dise vous avez l'air fabuleux, on va vous salarier pendant les 10 années à venir pour faire ça à temps plein, mais j'ai des doutes, si tu veux. Il y a une réalité, en plus on a tous nos métiers à côté. À moins qu'il y ait des mécènes, mais sans quoi, effectivement,
Voilà. On verra bien. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci à Forensics, François, Coco, Cédric d'avoir été avec nous ce soir dans Riff and Jack. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre groupe de la scène locale. On se quitte sur un dernier titre de The Forensics, Get By, avant de retrouver DJ Joss derrière ses platines pour son radio show.